Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avenir. Donc nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Anne-Sophie Thomas. Donc bonjour Anne-Sophie. Bonjour Vanna. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. Tu as fait un long chemin pour venir enregistrer le podcast avec nous. Merci de t'être déplacée. Écoute Anne-Sophie, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Donc bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Thomas. Donc je suis la cofondatrice de Gestia Solidaire, une entreprise d'immobilier, mais avec une dimension plus solidaire dont on va parler ensemble. Et je réside à Lyon, donc je suis originaire plutôt de la région lyonnaise, donc je suis venue aujourd'hui sur Paris. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. On va faire un bond dans le passé. Et est-ce que tu pourras nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, de ta relation avec tes parents, de l'enfant que tu étais plus jeune ? Donc dis-nous un peu. Alors, c'est loin tout ça. J'ai grandi dans un petit village, donc j'ai pas du tout grandi dans un milieu urbain. J'ai eu la chance, moi, d'avoir une enfance avec mes deux parents et dans une maison. Donc j'ai un souvenir plutôt agréable de ça. Et j'étais plutôt quelqu'un de très réservé, très timide, puisque j'ai un frère qui est hyper actif et qui prend toute la place. Donc j'étais plutôt, moi, réservée, enfant un peu modèle. Ben voilà, je voulais avoir des bonnes notes, être sage. En tout cas, toute mon enfance. Donc c'est un peu ce souvenir que j'ai. Très bien. Et du coup, à quel moment est-ce que tu es arrivée à Lyon ? Alors, je suis arrivée à Lyon parce que j'en pouvais plus de la campagne. Et toute mon adolescence, je me suis dit... en tout cas, moi, je ressentais que j'avais vraiment pas envie de grandir dans ce type d'environnement où, malheureusement, il y a peu de mixité sociale. Et j'avais envie, moi, de découvrir d'autres choses, de voyager, d'être dans une grande ville, ne serait-ce que prendre des transports en commun, parce que ça n'existait pas où j'habitais, qu'il y ait des boutiques, des restaurants, de la vie. Et donc, je suis partie à mes 18 ans pile. Après mon bac, j'ai tout de suite cherché un appartement à Lyon, qui était la grande ville la plus proche, et je me suis installée en coloc. Ok, donc tu as eu cette, on va dire, soif d'indépendance assez tôt. Tu as quitté le foyer de tes parents et donc tu t'es, on va dire, enfui vers la ville. Et comment est-ce que se sont passées tes études ? Du coup, tu m'as dit que tu étais une bonne élève, que tu aimais avoir des bonnes notes. C'est quoi un petit peu ton parcours scolaire ? Alors, l'enfance, oui, j'étais une bonne élève. J'aimais bien avoir des bonnes notes, mais moi, on m'a pas forcément conseillé, par exemple, de faire une prépa ou des choses comme ça. En fait, j'étais plutôt élève, bonne note, sage, moyen. J'avais eu des très bonnes notes dans certaines matières au bac, donc j'étais très fière. Et je m'étais dit, j'avais deux passions, enfin en tout cas j'avais une passion qui était l'art, et je me voyais pas continuer dans ça parce que ça demandait beaucoup de persévérance. Intellectuellement c'est dur de toujours devoir créer, et moi j'avais envie de stabilité en me disant... J'ai quand même envie d'avoir une vie où j'ai un niveau de salaire intéressant. En tout cas, c'était mon état d'esprit à l'époque, de me sécuriser, d'avoir un peu d'argent et puis de vivre bien. Donc, je suis allée directement en droit à Lyon. D'accord. Et quand tu dis que tu étais passionnée par l'art, est-ce que tu avais, je sais pas, tu faisais de la peinture, de la musique, c'était quelle forme d'art ? C'était art plastique, justement. Je voulais faire art appliqué. Donc, j'adorais depuis toute petite dessiner. Et donc, j'ai fait un bac littéraire option art plastique. Et je me rappelle, j'avais fait une exposition dans les couloirs du lycée. Et c'était vraiment quelque chose, aussi une manière de m'exprimer parce que, j'étais souvent dans mon coin, je pense. Et j'aimais utiliser l'art comme moyen d'expression. Et c'est aussi pour moi un moyen, un échappatoire en tout cas sur plein de choses. Du coup, donc, tu as fait du droit. Est-ce que tu peux nous parler du chemin qui t'a mené vers le monde de l'immobilier ?
Alors moi très tôt, quand j'arrive à Lyon, je fais une fac de droit, donc comme je t'ai dit, pas forcément conseillée. Sinon, je pense que j'aurais fait une prépa et j'aurais peut-être fait HEC. Mais en tout cas, je fais fac de droit en droit sciences politiques. C'est très compliqué parce que moi, mes parents, ils sont partis en Outre-mer quand j'avais 17 ans. Donc j'ai fini mon bac chez mes grands-parents et après je suis arrivée dans une grande ville et à devoir me débrouiller toute seule. Donc je travaillais entre mes études et finalement économiquement c'était très compliqué. Donc je décide de me dire je fais une année où j'arrête tout et je travaille, je mets de l'argent de côté. Et ensuite, je trouve une alternance pour justement allier cours et travail, parce que j'avais vraiment besoin, j'avais en tout cas envie d'apprendre et d'avoir un niveau d'études bac plus 5 minimum pour me dire, j'ai cette assise culturelle qui me permettra de socialement évoluer. Et donc, c'est assez compliqué à cette époque, mais je découvre l'immobilier grâce à l'alternance. Donc, tu as fait un diplôme en immobilier et tu as trouvé une alternance dans une entreprise, dans une agence, c'est ça ? C'est ça, j'ai fait un BTS immobilier, donc j'ai fini mes 2 ans en licence de droit, j'ai arrêté 1 an et ensuite je suis allée en BTS immobilier. Et c'est là que je découvre l'immobilier, mais l'immobilier solidaire, puisque j'ai la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Cécile Gallo-Selva, qui a cofondé en fait, la fondatrice d'Ethique et qui me prend au démarrage. Et donc, moi, je démarre mon alternance au sein de cette boîte. Tu as évoqué le terme d'immobilier solidaire. Je sais que Gestia Solidaire aujourd'hui se base sur ça. Est-ce que tu peux nous en parler plus ? C'est quoi l'immobilier solidaire ? Alors, l'immobilier solidaire, je vais en parler tel que je l'ai appris quand moi je l'ai découvert. L'immobilier solidaire, c'est vraiment se dire que en fait, l'immobilier, c'est une valeur refuge. Des gens placent de l'argent. Voilà, c'est aussi quelque chose qui sert à avoir un toit ou en tout cas d'hébergement, se loger aussi bien pour une entreprise que une personne physique. Et donc, l'immobilier solidaire, c'est se dire qu'on utilise ce patrimoine qui est quand même important et qui dessert des causes sociales ou économiques. Et on intègre des dimensions environnementales et sociales pour que ça ait un impact positif sur le territoire. À l'échelle de Lyon, cet immobilier solidaire-là, est-ce qu'il était déjà présent ou est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais plus ancré sur le territoire ? C'est quelque chose qui existe sur pas mal de territoires. Lyon, on réinvente pas des choses. L'immobilier solidaire, ça existe via des structures d'économie sociale et solidaire comme moi, j'ai connu avec Ethique, comme j'ai créé. Et sinon, avec les associations qui sont là pour aider, par exemple, les personnes sans abri et qui existent depuis des années. Moi, le point que j'ai soulevé avec Gestia Solidaire, c'était de se dire... aujourd'hui, quand on loue un appartement auprès d'un propriétaire particulier, il n'est pas forcément sensibilisé à l'immobilier solidaire en se disant qu'il a quand même un rôle déterminant dans le parcours d'évolution d'une personne. Quand on voit que des dossiers sont refusés parce qu'ils sont jugés pas assez solvables, c'est pas normal et il faut sensibiliser les propriétaires pour essayer qu'ils portent l'effort national du mal logement. Mmh. Et du coup, on y vient, mais t'as mentionné Gestia Solidaire, donc allons-y. Est-ce que tu peux nous parler de Gestia Solidaire ? Je vois que tu souris, donc je t'écoute. Raconte-nous l'histoire de Gestia Solidaire. Alors, Gestia Solidaire, c'est l'entreprise que j'ai cofondée avec mon frère en mars 2020. Et c'est une idée qui est née de mon parcours en tant qu'étudiant, jeune actif, et aussi parcours professionnel au sein d'Ethique, de me dire que moi, je trouvais qu'il y avait trop d'inégalités et je trouvais que c'était injuste pour moi, des personnes de mon entourage ou plein de choses que j'observais, de se dire que quand t'es pas assez pauvre pour avoir des aides spécifiques ou droit au logement social, t'es un peu dans un... Il n'y a rien qui existe, t'es tout seul et il n'y a pas d'aide possible pour te loger décemment alors que tu galères pour soit faire tes études, travailler et que c'est pas normal en France en 2022 maintenant que tu sois obligé de devoir montrer ton compte bancaire, de devoir trouver des garants autour de toi alors que tu as un salaire tous les mois et que tu te déchires pour essayer de t'en sortir. Donc nous, le constat de Gestia, c'était de se dire, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont les moyens de payer un loyer. Par contre, on leur dit toujours non dans les agences. Donc il faut les mettre en avant et il faut les aider en apportant un service qui va donner une conscience aux propriétaires qu'ils ont un rôle à jouer aussi contre le mal logement.
Et du coup, donc tu m'as dit que tu avais cofondé l'entreprise avec ton frère. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que l'idée vous est venue et pourquoi avoir choisi de t'allier avec ton frère et pas avec un associé ou bien une connaissance à toi? Alors, mon frère, on est très fusionnel et on a grandi tout le temps ensemble. En fait, quand je me suis installée à Lyon, j'ai fait de la coloc avec une amie et ensuite je suis partie. J'ai habité avec mon frère en coloc. Et donc, on a 2 ans d'écart, donc on est resté toujours très proches. Lui, beaucoup dans la tech, tout ce qui est digital, donc très autodidacte. Et lui, il a fait de la maintenance réseau et développement web. Et moi, vraiment dans l'immobilier. Et quand j'ai pensé à Gestia Solidaire, donc j'avais déjà travaillé 6 ans chez Ethique, j'avais validé mon master de droit et j'étais partie 3 ans au Canada faire un MBA en économie urbaine. Et je suis revenue et je m'étais dit, je reviens à Lyon, mais c'est pour créer ma boîte et j'ai envie de monter cette idée de Gestia. Mon frère, à cette époque-là, lui personnellement et professionnellement, il y avait des changements dans sa vie. Et il était ouvert à m'aider. Et puis, on avait tous les deux une envie d'entrepreneuriat et de se dire, si on monte pas, avec qui d'autre je vais monter cette boîte si c'est pas lui et lui inversement. Et en plus, on a les expertises complémentaires. Lui, il est sur la tech. C'est vraiment le truc sur les startups en vogue. Et moi, je suis sur le sujet expert immobilier. Donc, on lance la boîte ensemble et on voit ce que ça donne, quoi. Et au quotidien, comment ça se passe? Comment est-ce que vous gérez votre relation de collègues et de frères et sœurs? C'est un peu bizarre parce que du coup, il y a des temps, faut se cadrer des temps d'échange vraiment dans le travail. Quand t'es frères et sœurs, tu te vois tous les jours ou très souvent, peu importe la relation que t'as, mais tu travailles pas concrètement avec ton frère. Donc, il y a des choses à instaurer, une manière de communication, même entre associés, c'est pour tout le monde, mais encore plus entre frères et sœurs, parce qu'il y a des choses induites ou que tu vas dire différemment, sur un ton différent, quelqu'un de très proche. Et du coup, ça se travaille à long terme. Donc, nous, on a été accompagnés vraiment sur ça. Et on se force aussi à s'imposer des temps. Et aussi, faut s'adapter au rythme de l'autre. En fait, moi, je travaille pas comme lui, il travaille pas comme moi. Mais il faut qu'on arrive. Et on n'est pas dans une relation de hiérarchie. En plus, on est associés. Mais nous, on a une très belle relation. Et je pense que chacun avait défini sa place dans la boîte. Moi, j'apportais le projet. Et je lidais l'idée. Et puis lui, il est plus il apporte toute son expertise pour essaimer le modèle et vraiment le scaler, quoi. Et quand vos parents ont appris que vous alliez travailler ensemble, ils devaient être fiers, du coup? Alors, mes parents, oui, ils étaient... surtout ma mère était très contente. Moi, je viens plutôt d'un milieu, en tout cas du côté de ma mère, où c'est toutes des femmes entrepreneurs. Donc, ils avaient aussi connaissance de ça. Donc, ma mère, est super ravie. Mon père aussi, il était content. Après, c'était différent, mais... les deux, ils l'ont bien pris, mais je pense qu'ils ont pas vraiment conscience de ce qu'on fait, mais en tout cas, ils étaient contents pour nous. Mais oui, en plus, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille qui ont travaillé dans l'immobilier ou Non, pas du tout d'immobilier dans ma famille, donc je sais pas d'où ça venait chez moi, mais pas d'immobilier et à part ma famille maternelle qui est une famille d'entrepreneurs plutôt femmes qui ont monté leur petite boîte, élevé leurs enfants. Du côté paternel, non, mais c'est plutôt des fonctions fonctionnaires d'État, des choses comme ça. Du coup, non, il n'y avait pas forcément d'immobilier. Et du coup, pour revenir à Gestia Solidaire, vous êtes combien aujourd'hui? Parce que je sais que c'est un réseau d'agences immobilières. Mais du coup, comment est la structure? Est-ce que vous êtes que basé à Lyon? Est-ce que vous souhaitez vous étendre en Europe ou au-delà? Alors, pour l'international, c'est pas encore d'actualité. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment que Gestia soit développée au niveau national pour vraiment se positionner en leader sur ce marché un peu niche de l'investissement locatif solidaire, qui permet de capter des biens auprès de propriétaires particuliers au lieu qu'ils louent dans une agence classique, ils louent avec nous. Et derrière, on favorise l'accès au logement d'étudiants, de jeunes actifs, familles monoparentales. Donc du coup, le but, c'est vraiment de pénétrer le marché à l'échelle nationale, d'être implanté sur toutes les grandes villes de France, mais aussi les départements d'outre-mer, Martinique et Guadeloupe. Donc aujourd'hui, on a déjà essaimé sur un territoire Paris.
Et on est à Lyon avec le siège. Et les prochaines villes, ce serait Marseille, Lille, Bordeaux. Donc là, je suis en levée de fonds pour justement avoir les ressources naturelles nécessaires qui vont me permettre d'essaimer le modèle à l'échelle nationale. Mais à long terme, en fait, la vision, elle est aussi, mon MBA, je l'ai fait au Canada. Et la problématique de mal logement, elle est vraie dans toutes les grandes villes, France ou pas, internationales, même Afrique. Il y a des porteurs de projets qui m'appellent, puisqu'il y a des problématiques de logement dans les grandes villes. C'est normal, c'est lié aussi au développement. C'est que dans les grandes villes, c'est là que se trouve l'emploi, les personnes viennent, et en fait, tu as un surpeuplement et un manque de logements disponibles, et d'offres accessibles aussi. Et justement, du coup, vous essayez, enfin, votre mission, c'est un peu, voilà, de améliorer les relations entre les propriétaires et les locataires. Et comment est-ce que vous vous y prenez, du coup? Parce que c'est vrai que parfois, il peut y avoir des gros désaccords, des gros conflits ou des relations assez tendues. Donc, comment est-ce que vous essayez de concilier tout ça? Alors, nous, on amène déjà le propriétaire, dès le moment où il vient nous voir, à se poser la question de comment il pourrait louer de manière plus solidaire pour un peu changer son paradigme dans l'investissement et la gestion, et pour rééquilibrer après un petit peu la relation avec le locataire et qu'il accepte les différences de ce locataire. Donc nous, on a vraiment créé une méthodologie d'usage où on va changer la façon de penser du propriétaire. On va lui montrer que en louant un petit peu moins cher, il a moins de vacances, il arrive à avoir des crédits d'impôt et en plus, il a des aides de l'État qui vont faire en sorte qu'il sera protégé de manière plus sûre qu'une location classique, puisqu'il y a des garanties d'État, je sais pas, si c'est connu, mais la Visale, qui fait en sorte que gratuitement, il est protégé. Donc nous, quand on arrive à amener tout ça, avec beaucoup de vulgarisation, de pédagogie et des process qu'on a mis en place, on est en capacité de louer et de créer une relation saine où on lève le frein de l'accès au logement et justement le regard que pourrait avoir le propriétaire sur un locataire qui malheureusement a quand même une situation stable mais moins de revenus et normalement il ne l'aurait pas pris. Mmh. Et du coup, pour parler toujours de Gestia Solidaire, pourquoi avoir choisi ce nom Gestia Solidaire, et est-ce que tu l'as choisi toute seule ou toi et ton frère vous êtes mis d'accord? Alors, on l'a choisi à deux, mais moi je m'étais fait accompagner par pas mal de réseaux d'accompagnement solidaire, donc Live for Good. Et en fait, il y avait souvent des sessions un peu entre tous les entrepreneurs à impact de brainstorming pour première étape quand tu crées un projet, ta boîte, c'est qu'il faut trouver un nom, il faut définir ton statut juridique et puis savoir combien tu vas mettre au capital. Et donc le nom, c'était important. On n'avait pas forcément d'idée, toujours un nom, t'as toujours l'avis de tout le monde, non, ça va pas. Donc on a travaillé comme ça en brainstorming et c'est venu tout seul. On voulait vraiment intégrer la notion de solidarité et en même temps d'immobilier et de gestion, genre boîte. On n'est pas une asso, on est vraiment une entreprise. Donc on trouvait que Gestia, c'est la contraction de gestion, et Estia qui est la divinité du foyer grec, et donc qui apporte la protection et aussi cette notion de se dire on aide les gens à mieux se loger, et solidaire parce que c'était distinctif au niveau juridique pour l'inscription INPI et surtout parce que ça caractérise bien l'activité. Ok, donc c'est une consonance assez philosophique, c'est très joli. Et du coup, on va un peu se focus sur toi. Donc, en tant que femme entrepreneur, cofondatrice de son entreprise, comment est-ce que se passe ton quotidien aujourd'hui? Comment est-ce que tu allies ta vie personnelle, ta vie pro? Je pense que pour tous les entrepreneurs, c'est hyper chronophage d'être chef d'entreprise, en même temps d'avoir une vie perso, familiale, parce que on a beaucoup moins de temps, on se concentre uniquement sur sa boîte et on pense à ça tout le temps, donc c'est un peu pénible pour son entourage, je pense. Et en tant que femme, je le vis pas mal parce que moi, je pense que je suis assez carriériste et en même temps, j'aime bien faire les choses à fond et j'ai toujours eu envie de me dire, je m'investis dans une cause pour l'intérêt général et en même temps c'est ça qui me nourrit au quotidien parce que ça m'apporte beaucoup sur ma perception des choses, sur mon enrichissement personnel, les gens que je rencontre, donc j'adore ça, et que c'est pas une contrainte parce que je me sens vraiment libre de pouvoir faire ça. Mais après je fais quand même des choix perso où effectivement j'ai moins de temps pour de l'amusement, pour voir des gens, mais c'est des choix que j'ai faits et pas forcément en tant que femme entrepreneur. Je pense que ça pourrait l'être plus quand je vois des
des gens que je connais qui sont entrepreneurs et qui ont des enfants. Et là, je me dis, ouais, c'est peut-être un gros sacrifice où t'as des temps précieux auxquels tu seras pas présent, qui peuvent avoir des conséquences sur ton entourage. Et du coup, là, je pense qu'effectivement, en tant que femme entrepreneur, ça a un impact. Mais moi, à mon échelle, j'ai pas d'enfants. Je suis encore jeune. Du coup, j'ai pas des contraintes différentes. Donc, ça m'impacte moins. Mais faut que j'y pense à long terme. Et effectivement, quand tu fondes une famille, c'est un choix que tu fais. Il faut... En tout cas, moi, je veux pas faire de concessions, donc devoir choisir entre les deux, quoi. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses depuis ton début de parcours, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en arrivant jusqu'ici? Alors, le plus dur est jusqu'à présent, et c'est pas que ça m'indigne, mais je trouve que, moi, je suis beaucoup dans des milieux d'entrepreneurs sociaux à impact. Et on a tous la même difficulté, c'est que tout le monde adore l'impact environnemental ou social, c'est super, etc. Mais que c'est un parcours du combattant pour trouver des fonds pour justement développer des choses qui sont quand même des modèles viables économiquement, qui permettent d'employer des gens et qui ont un impact vraiment fort sur des territoires. Mais par contre, personne veut financer. Et même quand on te met en relation avec des fonds à impact, t'as toujours ce retour de en termes de scalabilité, vous n'êtes pas assez tech, vous n'êtes pas sur les retours sur investissement. Et donc je trouve que c'est quand même encore une chose très présente dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est que malgré le fait qu'on veuille que tout le monde fasse de l'impact, il y a rien pour le financer. Et c'est un peu dommage parce que c'est l'intérêt collectif et ça bénéficie à tout le monde. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile et du coup ça force à travailler son projet et la crédibilité, surtout la mission, comme par exemple Gestia Solidaire, vous avez une mission qui est quand même très forte. Et d'ailleurs, c'est quoi les valeurs de Gestia Solidaire et les tiennes aussi par la même occasion? Alors, on en a parlé ce matin en réunion d'équipe pour que tout le monde soit aligné. Les valeurs qu'on avait mis au démarrage, je les ai à peu près toutes en tête. Elles sont vraiment autour de tout ce qui est solidarité, humanité, bienveillance. Et vraiment, ces valeurs, se dire qu'on construit quelque chose où la vision long terme est fondamentale, c'est de se dire qu'on arrive à éradiquer le mal logement et qu'on est en capacité d'aider des milliers de personnes à se loger dans les grandes villes. Et nous, je pense que c'est les valeurs qu'on a mis avec mon frère en tant que cofondateur parce que c'est les valeurs qui nous ont bercés, d'être vraiment dans le partage, la solidarité. Tu peux avoir tout l'argent du monde, c'est pas... en écrasant les autres ou en tout cas en ne partageant pas que tu vas aller plus loin. On a besoin d'être tous ensemble, unis. Et qu'en fait, si chacun agit à sa petite échelle, c'est déjà beaucoup. Et on aurait plein de choses à faire si on redistribuait ou si on créait des modèles qui redistribuent et qui régulent les inégalités. Il n'y a pas que l'État qui est là pour réguler un marché. Chacun peut agir individuellement à son titre personnel ou d'entreprise. Et donc, c'est vraiment ça, nous, les valeurs autour de Gestia. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'attire et t'a attiré, notamment quand t'as fait ce choix, par exemple, de faire un BTS et de choisir une alternance dans l'immobilier? Dans l'immobilier, ce qui me plaisait, c'était le droit. Puisque pour moi, le droit, c'était vraiment la manière de un peu redistribuer les cartes, que t'as un système qui, en fait, a des inégalités. Et le droit est là pour reposer un socle en disant, cette personne a moins, donc on lui donne ça, elle a ça comme contrepartie, ou il y a un litige. Et en fait, ça va permettre de déterminer qui a raison, qui est la victime. Voilà. Et du coup, c'est vraiment ça qui me plaisait dans le droit. Et aussi le côté, avoir un toit, pour moi, c'est un besoin fondamental. Donc, toute personne a besoin d'avoir un chez-soi, une maison. Donc, c'est aussi de dire que tu es là pour offrir ça. C'est ce qui me plaisait dans l'immobilier et vraiment l'immobilier résidentiel, de me dire que j'ai un impact quand même sur... quelqu'un trouve son chez-soi et c'est quand même important. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu mon appart, j'étais trop contente. Tu m'étonnes. Et du coup, au contraire, qu'est-ce qui te, on va pas dire plaît le moins, mais que tu... Voilà, il y a comme dans toute chose, il y a des aspects qu'on apprécie plus et d'autres qu'on apprécie moins. C'est quoi ces aspects pour toi dans l'immobilier que tu apprécies moins? Dans l'immobilier, ce que j'apprécie moins, c'est que c'est un secteur où
il y a beaucoup d'argent et même les sujets, il y a beaucoup de sujets très politiques et des fois c'est source de tension et je trouve que ça dévie des fois des projets d'intérêt généraux. Mais c'est ça qui peut me gêner en fait. Il y a deux milieux. Il y a un milieu très capitaliste où l'immobilier c'est l'argent, les choses de luxe. Enfin, tu construis, tu penses pas à ce que tu vas faire pour les autres populations. Tu fais partir des gens. Tu crées de l'exode de populations un peu moins riches. Donc ça me plaît pas vraiment. Mais après, il y a un milieu vraiment plus social qui est plus le milieu dans lequel j'exerce. Donc pour l'instant, ça va. Ok. On va revenir sur toi. Quels sont les projets personnels ou professionnels dont tu es fière d'avoir accompli aujourd'hui? De plus en plus, et depuis toujours, en fait, quand je suis partie au Canada, j'en avais pas trop parlé, mais j'avais un besoin des fois, tu te cherches pas personnellement, mais tu as besoin de te réapprendre et te dire que tu vis pas simplement pour sortir, gagner de l'argent, mais faut essayer de redonner un petit peu, de aider les gens. Et donc moi, quand je suis partie au Canada, je me suis beaucoup investie dans tout ce qui est aide à la personne, un peu impact. Donc j'étais au comité d'administration d'une asso qui aidait les personnes âgées. Et donc moi, je m'étais investie pendant 1 an d'aider une personne âgée qui était devenue aveugle et de faire des promenades, de faire des choses avec elle. Et donc, c'est vraiment des choses où je suis fière de me dire, il n'y a pas que l'amusement ou les choses qui font plaisir personnellement. Il y a d'autres choses enrichissantes. Il faut essayer d'aller au contact de l'autre et de voir tout ce qui se passe et d'arrêter de se plaindre sur ces petits malheurs. Des fois, je me dis, oui, je me plains de ça, mais c'est rien, quoi. Enfin, faut revenir des fois à des choses plus concrètes et retourner sur le terrain. Donc, j'ai fait ça au Canada et là, je fais dans une asso qui s'appelle Un Kaba, un étudiant. Et justement, de pouvoir rencontrer un étudiant, l'aider avec sa nourriture ou même financièrement. Donc, c'est des choses comme ça que j'essaie de faire au quotidien pour me réaligner avec mes valeurs. Et est-ce que, je sais pas, tu as une citation ou même une phrase que toi, tu t'es dite qui résumerait un peu ta philosophie de vie, ta façon d'être? C'est l'histoire du partage. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Et c'est vraiment ça, c'est qu'il faut arrêter d'être individualiste. Même moi, en fait, j'ai pas créé mon entreprise pour me dire j'ai tout le capital, je vais faire des bénéfices, etc. Le but, c'est plus je vais embarquer des gens et même s'il faut que je divise tout le capital et il me reste pas beaucoup, en tant que je peux quand même rester dans ma boîte pour la gérer, mais le but, c'est pas que de devenir, de faire de l'argent ou, faut quand même accomplir des choses qui vont avoir un impact pour le futur et je pense que c'est important d'en avoir conscience. Je pense que beaucoup de nos générations l'ont et qu'il y a aussi un changement des mentalités avec tout ce qui se passe, guerre en Ukraine, pandémie mondiale. On se rend compte que le monde, c'est peu de choses et que si on n'essaye pas de faire en sorte que les choses aillent mieux ensemble et qu'on continue à être tout seul dans ses objectifs et individualiste, c'est la fin de l'humanité pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Et ça va totalement dans le sens de notre podcast, puisque on allait justement te poser la question de quelle vision toi tu as de l'avenir et qu'est-ce que tu souhaites pour le monde de demain. Alors, est-ce que je peux me projeter aussi loin? Le monde, en tout cas, le monde de demain, pour moi, et depuis toujours, je le vois comme ça, en tout cas, c'est de se dire qu'il faut qu'on s'entraide. Il n'y a pas de raison de vouloir que certaines personnes veulent garder leur richesse pour elles seules et qu'on continue, par exemple, de piller des continents ou quoi que ce soit. Faut commencer à se réveiller que cet argent, déjà, on le garde pas quand on meurt, que, en plus, on fait souffrir plein de populations et qu'on a les moyens aujourd'hui d'être tous à un niveau égal. En tout cas, en termes de développement, même s'il y a eu la pandémie, normalement, il n'y a pas d'épidémie ou de choses. On a quand même une espérance de vie assez longue. On peut tous se nourrir à peu près à notre faim si on répartit justement les richesses mondiales.
Donc voilà, il faut essayer. Pour moi, le monde de demain, c'est vraiment un monde où il y ait moins d'individualisme, plus de modèles vertueux et un changement du capitalisme. En tout cas, le système économique, faudrait qu'il change. Est-ce que ce sera possible? Je sais pas, mais ce serait mon souhait. En tout cas, je pense pas qu'il y aurait de l'économie verte partout, mais il faudrait que ça devienne une norme, quoi. Ben, écoute, c'était ma dernière question. En tout cas, merci pour cet échange. C'est très enrichissant. Merci pour ton partage. Puis on te souhaite bien plein de bonnes choses à toi et à Gestia Solidaire. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.